Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous expert consacré aujourd'hui à la hausse des prix dans le cadre des contrats de la commande publique. Depuis plusieurs mois, vous le savez, on assiste à une flambée des prix et ce dans tous les domaines. Ces augmentations ont bien évidemment des conséquences pour les différentes parties à un contrat de la commande publique. Les 15 et 29 septembre dernier, le Conseil d'État et le Premier ministre, par la voie d'un avis et d'une circulaire, ont notamment précisé à quelles conditions certaines clauses peuvent être modifiées, rappeler les modalités d'indemnisation des co-contractants, etc. Cependant, cette flambée des prix n'impacte pas uniquement la phase d'exécution des contrats, les parties doivent en effet faire preuve de vigilance lors de la phase de passation. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Maître Laurent Seri, avocat associé directeur général au sein du cabinet Adaltis, ainsi que Maître Ivana Vidakovic et Elena Ivanov, qui vont faire le point sur les conséquences de ces augmentations de prix et tenter de répondre aux questions qu'elles soulèvent pour les acheteurs et les entreprises. Avant de vous laisser la parole, je vous rappelle que vous avez à tout moment la possibilité de poser par écrit vos questions via la boîte de dialogue ouverte sur la droite de votre écran. Maître, je vous laisse la parole. Oui, Richard, merci beaucoup. Laurent Seri, donc avocat associé du cabinet Adaltis. On est très honoré en fait de faire ce webinaire et j'allais dire qu'aujourd'hui, ça commence peut-être à devenir une habitude pour le cabinet Adaltis puisque nous avions animé le précédent webinaire qui était consacré à la crise du Covid. Et on avait été à l'époque confronté, donc il y a 2 ans, à toutes les difficultés causées par cette pandémie et la façon en fait dont le droit de la commande publique pouvait appréhender cette crise. Aujourd'hui, voilà, le droit de la commande publique est à nouveau confronté à une crise majeure qui est liée, en fait, j'allais dire, à la suite de l'épidémie du Covid-19, qui a entraîné en fait une pénurie dans certains matériaux, enfin pour trouver des matériaux. Et puis ensuite, en début d'année, le conflit en Ukraine qui a lui aussi en fait eu des répercussions économiques. Alors, pour être très clair, dans notre cabinet, on a été confronté à plusieurs reprises avec nos clients qu'il s'agisse d'acheteurs ou d'opérateurs économiques, à ces difficultés, avec en fait une conséquence qui s'est produite dans l'exécution de ces contrats de la commande publique ou lors de la passation même de ces contrats de la commande publique sur le renchérissement du coût de ces matières premières. Voilà. Alors, les exemples qu'on a eu, alors vous en avez dans la presse, c'était notamment la société Vermarine, en fait, une société qui exploite des piscines, des patinoires, en fait, au centre aquatique, qui a décidé, en fait, en faisant la une de la presse, on va dire, d'arrêter, en fait, d'exploiter ces piscines en considérant que les coûts de, notamment de fourniture d'énergie étaient trop importants. Nous-mêmes, on a été confrontés pour des autorités concédantes en cours de passation, notamment de concessions, à des difficultés qui étaient liées, en fait, à une augmentation, une flambée des prix des matières premières qui faisait que quand l'offre était déposée, l'offre finale, entre le moment où l'offre a été déposée et le moment où le contrat devait être exécuté, il y avait eu des hausses considérables. Et donc, c'est un sujet qui préoccupe aujourd'hui tout le monde. Pour faire face en fait à ce contexte de crise, en fait, dans un premier temps, le gouvernement avait pris une première circulaire le 20 mars 2022 qui rappelait l'importance de la théorie de l'imprévision. Donc, c'était une théorie qui avait déjà connu son heure de gloire au moment de l'épidémie de Covid-19. Elle avait été ressortie, j'allais dire, non pas du placard, parce qu'elle était bien utilisée pour pouvoir éventuellement faire face à cette flambée des prix. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte finalement que la théorie de l'imprévision, je pourrais en parler tout à l'heure si vous voulez, en fait, est une théorie qui finalement est intéressante pour les concessionnaires ou les titulaires de marché, mais qui met du temps en fait à être mis en œuvre. Et donc, c'est pas toujours très opérationnel. Et donc, les acheteurs face à cette tombée des prix et les opérateurs économiques ont été tentés de se dire, mais est-ce qu'on ne peut pas en fait finalement modifier en fait les conditions financières des contrats et toucher en fait à un espèce de tabou, voilà, qui était finalement le principe de l'intangibilité des prix dans les marchés, en tout cas quelque chose qui relevait du domaine de l'intouchable. Et donc le Conseil d'État a été saisi, comme vous le disiez, Richard, de ce sujet. Il a rendu un avis assez important le 15 septembre 2022, et dont on parlera très longuement tout à l'heure. Alors cet avis, en fait, donc, qui apporte des réponses sur les modifications, notamment des clauses financières du contrat, qui rappelle la place de la théorie de l'imprévision, constitue aujourd'hui un guide de référence. Alors, quand il est sorti, évidemment, là aussi, il a fait la une de toute la doctrine juridique et surtout des praticiens qui se sont posés des questions sur sa portée. Le temps est un peu passé. Aujourd'hui, on a un peu digéré les choses et donc c'est l'occasion, quelques semaines après sa sortie, de faire le point sur ce sujet.
Alors, pour dresser un peu le cas dans cette introduction, dans ce préambule, cet avis a été accompagné, vous le rappeliez Richard aussi, d'une circulaire du 29 septembre 2022 qui est assez claire sur la façon dont on doit interpréter, on peut interpréter l'avis du Conseil d'État et surtout de manière plus générale comment régler ces difficultés de flambée des prix. Et c'est important de le souligner, on va en parler, je pense, à la fin de cette intervention, d'une fiche technique de la DHI en fait qui est venue aussi expliquer comment on pouvait appréhender en fait finalement les différentes modifications et les justificatifs qui devaient être apportés par les candidats. Alors, pour aller vite, parce qu'on a pas mal de choses à se dire aujourd'hui, finalement, la question aujourd'hui est de se dire, en présence de cette crise qui dure depuis des mois, c'est de voir comment en fait le droit de la commande publique appréhende les choses et comment il peut apporter des solutions aux différents acteurs, qu'il s'agisse des acheteurs ou des opérateurs économiques. Alors la question, voilà, c'est on fait quoi aujourd'hui? On va tout de suite le dire aujourd'hui. Alors j'ai la chance d'être entouré de d'Ivana Vidakovic et en fait d'Elena Ivanov, qui sont deux collaboratrices du cabinet à qui je vais laisser la parole tout à l'heure pour qu'elles puissent intervenir sur ces sujets. On s'est dit en fait en préparant cette intervention qu'en fait il était réducteur de limiter notre intervention uniquement à la prise en compte de l'avis du Conseil d'État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cet avis du Conseil d'État évidemment est important, il dresse un cadre, mais finalement on se rend compte que le droit de la commande publique offre malgré tout des possibilités de tenir compte de ces situations de crise, autres que ces deux solutions apportées par le Conseil d'État. Et on essaiera d'en parler un tout petit peu ce matin. Alors finalement, ce qu'on souhaite dire ce matin, c'est qu'évidemment, par rapport à cette situation, il y a d'abord en fait une vigilance qui est particulière des acheteurs aujourd'hui qui doit être de mise. Donc c'est la première partie de l'intervention. Et après, ensuite, on interviendra évidemment en se référant à l'avis du Conseil d'État. Et on essaiera de terminer par une partie un peu pratique sur finalement la manière aujourd'hui de gérer en fait ces sujets au regard des principes qui sont posés par le Conseil d'État. Alors voilà les différents sujets. La nécessité d'anticiper dans la mesure du possible les fluctuations économiques pour l'exécution financière des contrats. La question ensuite de la portée de l'avis du Conseil d'État avec les modifications des clauses financières ou de la durée. On fera un petit focus sur la théorie de l'imprévision et enfin on verra en pratique comment faire par rapport aux contrats en cours d'exécution. Voilà. Alors sur la nécessité d'anticiper en fait dans la mesure du possible les choses, on va être assez rapide. Voilà, en fait, ce qu'il y a, c'est que l'avis du Conseil d'État, évidemment, est intéressant. Il traite évidemment des modifications des contrats en cours, mais en fait, cet avis, cette crise, surtout et la flambée des prix, finalement, nous a conduit aujourd'hui à formuler des recommandations aux acheteurs, en fait, qu'il s'agisse des autorités concédantes ou des pouvoirs adjudicateurs. En fait, l'idée, c'est quand même qu'on avait oublié que les contrats de la commande publique pouvaient être confrontés à des crises. Quand on était intervenu à l'époque sur le séminaire du Covid-19, je rappelais avec beaucoup d'amusement que dans les contrats de la commande publique qui étaient passés par certains acheteurs, notamment dans les concessions, on n'écrivait rien parfois sur l'imprévision, par exemple, ou la force majeure, en considérant finalement que c'était des événements qui, en fait, j'allais dire, ne pourraient survenir. Et s'ils survenaient, en fait, finalement, la jurisprudence administrative aurait permis, en fait, de régler les choses. Alors, ce qu'il est intéressant de noter, c'est que finalement, ces notions aujourd'hui sont revenues évidemment au bout du jour. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que finalement, les contrats de la commande publique pouvaient être affectés par des crises. Et donc, il était nécessaire d'anticiper. Je serai assez bref dans mes propos, mais la portée de mon conseil est quand même très importante. C'est qu'en fait, il y a en matière de commande publique une phase de définition préalable du besoin qui est essentielle. Cette phase de définition préalable du besoin, finalement, parfois, elle est un peu, j'allais dire, traitée avec parfois un peu de rapidité par les pouvoirs adjudicateurs qu'on conseille ou les autorités concédantes, en se disant on fait comme d'habitude. Voilà, on conclut un marché de transport, on prend le contrat précédent, on le répète, on voit des clauses financières dans les contrats, on les répète, et parfois on ne sait pas trop en fait ce qu'il y a derrière ces clauses, mais comme ça a été fait, comme c'était la pratique, et ben on remet en fait la même chose dans le nouveau contrat. Et finalement, en fait, on se rend compte que cette phase de définition préalable, elle impose en fait à la fois de réfléchir finalement sur la manière dont on bâtit le marché, voilà, de recourir à l'allotissement ou pas, de conclure en fait, d'avoir des phases optionnelles, etc. Enfin voilà, on réfléchit beaucoup sur le contrat, on réfléchit beaucoup aussi sur les critères de choix des offres et comment on va choisir la meilleure offre. Mais finalement, on avait oublié qu'il y a toute une partie en fait qui est une partie exécution financière et qu'il y a une ingénierie financière qui est très importante au moment où on bâtit le contrat. Et dans cette période de crise, en fait, ce qu'on voulait dire, c'est qu'aux acheteurs, c'est que le premier conseil, c'est en fait finalement d'anticiper en fait ce qui peut arriver et de prévoir déjà ce qui peut être prévu. Et notamment en fait de prévoir en fait des clauses de prix, la structure de prix, avec, je le rappelle en fait par rapport à la structure des prix en matière de commande publique, un principe selon lequel les prix sont définitifs. Alors ils peuvent être fermes
avec éventuellement une actualisation, ou bien ça peut être des prix qui sont révisables. Et bien évidemment, en fait, quand on passe un contrat, l'important, c'est de se poser ces questions. Pareil pour les clauses de réexamen. En fait, les clauses de rencontre. Parfois, pour les acheteurs publics, on se dit que on ne peut pas prévoir l'imprévisible, on ne peut pas prévoir en fait tous les cas dans lesquels on va se revoir et se rencontrer. Mais finalement, on se rend compte avec ce qui vient de se passer que parfois, il faut y passer un peu de temps pour inclure dans les contrats des clauses de réexamen. Se dire voilà, que si les charges, par exemple, dépassent un certain seuil, une augmentation d'un certain seuil, en fait, les parties se rencontrent pour voir en fait ce qu'il y a lieu de faire. Et donc, finalement, cette crise a le mérite de replacer en fait, j'allais dire, au cœur des acheteurs la nécessité d'anticiper les choses. Alors, on verra tout à l'heure, c'est extrêmement important parce que finalement, cette anticipation n'est pas incompatible avec le traitement de situation de crise. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on aura prévu des formules de révision de prix, comme on va le voir, que en fait, on ne pourra pas appliquer, par exemple, la théorie de l'imprévision, mais simplement déjà en anticipant au maximum et en prenant en compte ces prix, finalement, on se rend compte que quelque part, on peut déjà limiter certaines difficultés. Alors, je fais un petit focus dans notre intervention ce matin par rapport à cette anticipation. Précisément, en fait, la DAJ, dans sa circulaire, relevait, en fait, pardon, pas la DAJ, mais la circulaire du 29 septembre, relève justement, en fait, que bien évidemment, il y a les solutions apportées par le Conseil d'État, mais il y a aussi la nécessité pour les acheteurs, parfois, de prévoir des prix révisables. Et notamment, le Code de la commande publique, vous avez nos slides sous les yeux, l'article R21-12-13 du CCP, qui impose aux acheteurs de conclure des marchés à prix révisables dans les cas où les parties sont exposées à des aléas majeurs du fait de l'évolution raisonnable et prévisible des conditions économiques pendant la période d'exécution des prestations. Et donc, c'est un premier article qui impose cela. Vous avez un autre article qui insiste sur le fait que lorsque ce sont des marchés qui nécessitent le recours à des fournitures, c'est l'article R21-12-14 du CCP, dont le prix est directement affecté par des fluctuations économiques, et en fait, dans ce cas-là, on doit aussi inclure une clause de révision. Et donc finalement, ce qu'on voulait vous dire ce matin par rapport à tout ça, c'est la nécessité finalement d'anticiper en fait dans vos contrats, qu'il s'agisse de marché, mais aussi de concessions, ces clauses de révision. Donc cette circulaire du 29 septembre 2022 l'impose. Et le choix des indices aussi doit être fait en lien avec l'objet du marché. C'est une petite parenthèse, on est parfois consulté dans le cabinet on a été parfois en tout cas sur des opérateurs économiques qui se plaignaient en fait de la structure en fait des indices utilisés par les acheteurs dans le cadre de marché. Et effectivement, il y a un contrôle du juge en fait en principe sur les marchés et l'objet de l'objet du marché et les indices qui sont effectivement utilisés. Et on a parfois aujourd'hui des débats sur le fait de savoir si tel ou tel indice, telle ou telle structure de prix correspond ou pas. Et en réalité, il y a bien un contrôle du juge là-dessus. Deux remarques pour terminer, c'est que en fait, cette circulaire du 29 septembre 2022 préconise de ne pas prévoir aussi, sauf exception, des termes fixes au sein de la formule de révision des prix et ni de clause butoir. Là aussi, c'est extrêmement important. Je le dis quand j'ai 50 ans, j'ai 50 ans, c'est 25 ans que je suis droit de la commande publique. Quand j'ai commencé il y a quelques années, en fait, j'entendais les acheteurs qui disaient souvent on veut mettre un terme fixe qui est très important de manière à caper les révisions avec finalement une espèce de crainte sur le fait que finalement la révision puisse toujours profiter aux opérateurs économiques. On en parlera tout à l'heure. En fait, ça nécessite, si vous voulez, en réalité aujourd'hui, et je pense que cette crise a un mérite, en fait, en tout cas aujourd'hui, c'est de faire prendre conscience aux acheteurs, et c'est d'ailleurs dans le prolongement de la crise du Covid-19, de faire prendre conscience en fait aux acheteurs que finalement le contrat, un marché public ou une concession, c'est quand même un contrat bilatéral, avec finalement la nécessité de prendre en compte aussi quand même les contraintes des opérateurs économiques et une puissance publique qui n'est pas toute puissante, et avec finalement l'idée que si un opérateur économique est défaillant, qu'il entre en procédure de redressement ou de sauvegarde ou voire de liquidation, et bien évidemment, ça peut être un coup d'arrêt en fait à la gestion de service public, ça peut être le coup d'arrêt à la gestion de contrat et l'arrêt d'exécution de prestations qui peuvent être très préjudiciables aux usagers. Et donc finalement, on a intérêt plutôt dans les contrats à prévoir en fait un contrat qui soit robuste et qui puisse faire face à tout ce qui peut être prévu. Et puis voilà, qui permettent aussi parfois malheureusement de faire face à l'imprévu. Et donc c'est une parfaite transition vers le futur, puisque voilà, donc vous avez compris que nos conseils, c'est d'intégrer évidemment au maximum la prise en compte d'aléas économiques dans l'exécution de contrats, mais parfois malheureusement de ne pas tout prévoir, ce qui est un peu le cas aujourd'hui. Et donc évidemment, on bascule à présent sur la question de la portée de cet avis du Conseil d'État et ses modalités mises en œuvre. Et je laisse tout de suite la parole à Elena Ivanov.
Bonjour. Alors oui, effectivement, l'avis du Conseil d'État du 15 septembre dernier, le 15 septembre 2022, a dégagé une première solution concernant la situation face à la flambée des prix dans la commande publique, et notamment concernant les modifications des clauses financières ou de la durée dans les contrats de la commande publique. Cet avis du 15 septembre dernier a, de manière globale, tempéré le principe d'intangibilité des clauses financières et de manière générale le principe d'intangibilité des prix dans la commande publique, en énonçant les conditions dans lesquelles de telles modifications pouvaient éventuellement avoir lieu en cours d'exécution des contrats. Cet avis apporte notamment des réponses aux interrogations suivantes. Premièrement, qu'est-ce qu'une modification sèche et dans quelles conditions est-ce possible d'avoir recours à une telle modification dans un contrat de la commande publique? Et également, comment s'articulent les différentes hypothèses de modification des contrats prévus par les codes de la commande publique pour faire face aux circonstances imprévisibles, notamment la crise de l'énergie et la flambée des prix dans la commande publique. Sur la consécration de la nature même d'une modification sèche, on peut constater que le Conseil d'État est venu tempérer le principe d'intangibilité des prix, comme je vous l'ai énoncé précédemment, puisqu'en effet, traditionnellement, qu'il s'agisse de la jurisprudence ou même de la doctrine, ce principe d'intangibilité vient fixer les prix de la commande publique afin d'éviter une remise en cause des conditions initiales des contrats en cours d'exécution et de faire en sorte d'appliquer un respect du principe de libre accès et d'égalité de traitement des candidats en cours d'exécution. Récemment, en 2021, encore une réponse ministérielle venait fixer et rappeler le principe d'intangibilité des prix contractualisés dans la commande publique en énonçant qu'une simple modification sèche ne permettait pas en cours d'exécution de modifier un contrat dès lors que le périmètre ou les caractéristiques du contrat n'étaient pas modifiées en elles-mêmes. De même, la circulaire du 30 mars 2022 soulignait aussi que ces modifications sèches, soit uniquement des clauses financières, n'étaient pas autorisées en cours d'exécution. Néanmoins, l'avis du Conseil d'État du 15 septembre dernier est venu tempérer ce principe, puisque désormais, même si ce principe demeure toujours applicable, il est toutefois possible d'y déroger dans certaines circonstances particulières, puisqu'en effet, dans ces différents considérants, le Conseil d'État estime que le caractère définitif du prix ne fait pas obstacle à leur modification dans le respect des principes fixés par les dispositions du Code de la commande publique, notamment les dispositions citées aux articles L2194.1 et L3135.1 du Code de la commande publique qui définissent respectivement les 6 hypothèses de modification des contrats de la commande publique, d'une part pour les marchés et d'autre part pour les concessions. Mais également, le Conseil d'État estime que rien n'empêche que ces modifications de marché ou de concession portent uniquement sur la réparation, en tout cas la compensation des surcoûts que le co-contractant a pu subir du fait des circonstances imprévisibles concernant les prix ou les tarifs dans les concessions qui étaient initialement prévus au contrat, ainsi que sur les modalités de détermination ou de leur évolution, c'est-à-dire les clauses de réexamen ou les clauses de variation des prix. S'agissant plus particulièrement de la durée du contrat, le Conseil d'État a également tempéré le principe d'intangibilité en énonçant qu'il était possible, au regard des dispositions du Code de la commande publique et notamment de l'article R2112-4 qui concerne initialement les reconductions dans les contrats de la commande publique, que cet article ne faisait pas obstacle à ce que, en cours d'exécution, les co-contractants modifient la durée d'exécution du contrat sans modification du périmètre de ce dernier. Notamment, à ce titre, on peut imaginer que dans le cadre d'une perte d'exploitation pour l'exécution d'une concession ou d'une délégation de service public, il pourrait être envisageable de proroger la durée d'exécution du contrat afin de permettre de compenser les pertes de recettes du titulaire et que ce dernier puisse rentrer dans les clous à la fin d'exécution prolongée du contrat. La lecture de l'avis du Conseil d'État du 15 septembre dernier conduit à relever du coup 2 choses. La première chose concerne la nature des modifications des clauses financières qui peuvent être concernées, soit la nature des modifications sèches que le Conseil d'État a admis, et également les tempéraments qui doivent être appliqués à ces modifications, et notamment 2 limites particulières qui viennent encadrer ces modifications afin de venir réellement tempérer le principe d'intangibilité des prix dans la commande publique.
de première part, concernant la nature des modifications qui pourraient être envisagées dans le cadre d'une modification sèche, le Conseil d'État envisage que la modification peut porter sur le prix du marché ou le tarif de la concession, sur l'évolution, la création, voire la suppression d'une clause de révision dans les stipulations contractuelles, ou encore la modification du contrat en vue d'y inclure une clause de réexamen, s'il n'en contient pas, comme Maître Seri vous en a parlé il y a quelques minutes, concernant les clauses de rendez-vous. Effectivement, vérifier qu'à un certain moment de l'exécution du contrat, les conditions financières n'ont pas été bouleversées, n'ont pas fait l'objet d'une perte de recettes ou une augmentation des charges qui nécessiterait une clause de rendez-vous de réexamen de ces dernières, ou enfin une modification de la seule durée du contrat sans aucune contrepartie ni évolution du périmètre ou du contenu des prestations à réaliser par le titulaire. Concernant les limites que le Conseil d'État est venu envisager, premièrement, la limite qui est assez régulière, générale dans la commande publique, c'est le respect de l'exigence constitutionnelle du bon emploi des deniers publics qui découle de l'article 14 de la DDHT, puisqu'effectivement, qu'il s'agisse des opérateurs ou des acheteurs publics aujourd'hui, une personne publique ne peut payer une somme qui ne doit pas à son co-traitant. Notamment, le Conseil d'État a de longue date consacré ce principe d'interdiction des libéralités, notamment par la décision de 1971 Mergui. Ce principe de bonne gestion des données publiques implique également, comme le Conseil d'État le rappelle dans son avis de septembre 2022, que les modifications d'un contrat en cours d'exécution ne relèvent que d'une faculté pour l'autorité contractante, et le titulaire ne dispose à ce jour aucun moyen de contrainte de prendre l'initiative ou de les accepter. Sur ce point, la fiche de la DAGE du 21 septembre 2022 rappelle d'ailleurs qu'il n'existe aucun droit pour le titulaire à la modification de son contrat, même si les conditions prévues par le droit de la commande publique pour permettre une modification sont remplies, a fortiori pour maintenir ou rétablir l'équilibre économique initial du contrat. Donc cette exigence constitutionnelle de bon emploi des données publiques est nécessaire et doit être prise en compte dans le cadre d'une demande de modification d'un titulaire suite à la hausse des prix dans la commande publique, puisque l'autorité concédante a une obligation de vérifier que cette modification est nécessaire et bien effectivement compenser une augmentation des charges ou une baisse des recettes afin de ne payer que ce qui lui est réellement Également, le Conseil d'État est venu fixer une seconde limite qui encadre de telles modifications sèches dans les contrats de la commande publique en cours d'exécution. Cette limite tient au fait que les modifications ne doivent pas avoir pour objet de modifier la nature globale du contrat. En effet, cette limite concernant la nature globale est posée par les dispositions des articles L2194-1 concernant les marchés et L3135-1 concernant les concessions qui viennent énoncer et spécifiquement les 6 hypothèses de modification des contrats de la commande publique en cours d'exécution. Et elle s'applique, cette limite concernant la nature globale du contrat s'applique à toutes les hypothèses de modification autorisées par le Code de la commande publique aujourd'hui. L'avis du Conseil d'État du 15 septembre dernier rappelle d'ailleurs que ces modifications qui ont été rendues nécessaires par des circonstances imprévisibles ne peuvent pas avoir pour effet de modifier la nature du contrat. En pratique, et à titre d'exemple, effectivement, une modification des clauses financières d'un contrat de concession de service ou d'une délégation de service public pourrait amener à réduire fortement le risque qui est transféré au concessionnaire, et donc de facto avoir ce risque de requalification de la concession en marché, puisque les prix étant au final tellement compensés que le risque transféré est nettement diminué, et dès lors le contrat sera exécuté à peu près avec un prix ferme, un prix fixe, et le risque d'exploitation sera au final totalement résiduel. Donc la limite posée par le Conseil d'État dans son avis concernant les modifications sèches des clauses financières ou de la durée des contrats de la commande publique vient effectivement se retrouver dans ce cadre
qui ne doit pas avoir pour objet de modifier la nature même du contrat qui a fait l'objet qui a survécu à la hausse des prix dans la commande publique. Deuxièmement, après avoir consacré cette possibilité d'effectuer des modifications sèches dans les contrats et d'avoir encadré le régime qui pourrait leur être applicable, le Conseil d'État, dans son avis, estime que 2 types de modifications sont envisageables pour modifier les clauses financières des contrats de la commande publique en cours d'exécution ou la durée. Ces deux hypothèses relèvent des 6 hypothèses fixées par le Code de la commande publique et concernent d'une part les modifications rendues nécessaires par des circonstances imprévues et d'autre part les modifications de faible montant. Les 4 autres hypothèses envisagées par le Code de la commande publique ne semblent pas pouvoir s'appliquer aux modifications sèches, soit aux modifications des clauses financières des contrats en cours d'exécution, d'après l'avis du Conseil d'État. Premièrement, sur les modifications rendues nécessaires par des circonstances imprévues, aujourd'hui, les opérateurs économiques ou même les acheteurs publics connaissent bien ce régime juridique, puisque suite à la crise du Covid, beaucoup de modifications de contrats sont intervenues pour des raisons de circonstances imprévues, après en 2020 et en 2021, suite à la crise de la Covid-19. Donc, effectivement, en application des dispositions de l'article R2194.5 et R3135.5 du Code de la commande publique, qui différencie d'une part, encore une fois, les marchés publics et les contrats de concession, la modification d'un marché ou d'une concession est possible dès lors que 3 conditions cumulatives sont remplies. D'une part, il doit exister des circonstances imprévisibles. D'autre part, la modification doit être rendue nécessaire en raison de la survenance de ces circonstances imprévisibles. Et enfin, la modification envisagée ne peut conduire à un renchérissement de plus de 50% du montant du contrat initial, étant donné que 50%, c'est 50% hors taxe, bien évidemment. Également, le recours à cette hypothèse est strictement encadré, puisque la possibilité de conclure un avenant sur ce fondement est conditionnée à la stricte démonstration d'une circonstance imprévisible qui tend considérablement à limiter son champ d'utilisation, puisqu'en effet, il y a le titulaire à la charge de démontrer à l'acheteur public la réalisation de ces circonstances imprévues et de justifier également la perte de recettes ou, à tout le moins, l'augmentation importante de ces charges que l'acheteur devra scrupuleusement vérifier avant d'accorder la modification des clauses financières du contrat. Les circonstances imprévues sont définies très brièvement par les dispositions de l'article R2194.5 et R3135.5 du Code de la commande publique, comme relevant des circonstances qu'une autorité contractante diligente ne pouvait pas prévoir. De manière plus générale, ces circonstances sont plus détaillées dans la directive de 2014 de la Commission européenne, qui vient expliquer de manière très claire que les circonstances imprévisibles relèvent de circonstances où une personne d'une diligence raisonnable, en tout cas l'autorité contractante ou le titulaire du contrat qui avait un comportement raisonnable lors de la préparation du marché initial, n'aurait pu prévoir au moment de la demande de la modification envisagée. Encore une fois, s'agissant de la précision faite par le Conseil d'État de la notion de circonstances imprévisibles, on relèvera que l'avis du Conseil d'État du 15 septembre dernier considère que ces circonstances relèvent des événements ainsi que des conséquences financières qui ne pouvaient raisonnablement être envisagées par les parties au moment de contracter. Et également, la modification du contrat en raison des circonstances imprévisibles n'ont pas pour objet et ne peuvent avoir pour effet d'assurer au contractant la couverture des risques dont il a tenu compte ou aurait dû tenir compte dans ses prévisions initiales et qu'il va en conséquence supporter. Ainsi, là encore, on remarque bien que le Conseil d'État essaye d'encadrer la notion de circonstances imprévisibles. Est-ce qu'il ne pouvait être raisonnablement pas envisagé au moment de la conclusion du contrat et n'a pas pour effet de couvrir la totalité du risque qu'une personne diligente
au moment de la conclusion du contrat, pouvaient connaître. Concernant la modification pour circonstances imprévues, doit respecter les différentes conditions suivantes, notamment, d'une part, la modification doit être directement imputable aux circonstances imprévisibles. La modification envisagée par les parties doit être nécessaire et proportionnée dans son principe et dans son montant, comme dans sa durée, en vue de faire face aux circonstances imprévisibles. Et enfin, le montant ou la valeur de cette modification, à titre de compensation, doit uniquement être destiné à compenser l'augmentation des dépenses exposées par l'opérateur économique ou, à l'inverse, la diminution de ses recettes imputables directement à ces circonstances nouvelles et imprévisibles qui ont dépassé les limites maximales envisagées par les parties au moment de la conclusion du contrat. La modification résultante d'une circonstance imprévisible ne peut conduire, comme je vous l'ai énoncé quelques minutes auparavant, à un renchérissement de plus de 50% du contrat initial. C'est un seuil qui est fixé dans les dispositions R2194.3 et R3135.3 du Code de la commande publique. Il faut une petite vigilance puisque cette règle ne concerne que les pouvoirs adjudicateurs, notamment les contrats passés par les entités adjudicatrices ne semblent pas relever de ces dispositions. C'est-à-dire tous les contrats d'opérateurs de réseau. Également, lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, le Conseil d'État et les dispositions du Code de la commande publique considèrent que cette limite s'applique au montant de chacune des modifications. Il n'y a pas de cumul de modifications dans le cadre de circonstances imprévues. Et enfin, il y a une nécessité de ne pas avoir pour volonté de contourner les obligations de publicité de mise en concurrence qui viennent encadrer l'application de ce seuil de 50%. C'est-à-dire que même si le seuil s'applique à chacune des modifications, effectivement, par le biais d'un faisceau d'indices, si 3 ou 4 modifications sont effectuées dans la limite de ce seuil de 50%, il pourrait exister un risque de requalification ayant pour effet en tout cas de volonté de contourner les obligations de mise en concurrence. Et donc, il s'agirait d'être extrêmement prudent sur l'application de ce seuil qui peut avoir pour effet de requalifier le contrat, ou voire même avoir une coloration pénale pour délit de favoritisme et d'autres infractions en matière de concurrence. En vue de déterminer le calcul du montant de la modification, il convient de distinguer s'il s'agit d'un marché public ou d'une concession, puisque effectivement dans un marché public, nous sommes face à un prix, alors qu'en concession, nous sommes face à des tarifs qui sont appliqués à un service. En présence d'un marché public, l'acheteur doit tenir compte de la mise en œuvre de la clause de variation des prix qui est fixée dans les stipulations contractuelles, alors qu'en présence d'une concession, l'autorité concédante doit tenir compte du montant actualisé du tarif de la concession initiale qui correspond au montant de référence lorsque le contrat comporte une clause d'indexation telle que prévue à l'article R3135.4 du Code de la commande publique. Comme énoncé précédemment, si la mise en œuvre de cette clause aboutit à une augmentation de 50% du montant initial, ou si, pour des raisons comme aujourd'hui, de nombreuses crises qui impactent les multiples secteurs de la commande publique peuvent nécessiter la passation de plusieurs avenants ayant pour effet d'une augmentation de plus de 50% du montant initial du marché, il conviendra de faire cesser une telle situation ou une suspension temporaire du contrat, ou d'envisager voire une résiliation du contrat, puisque nous sortirons du cadre qui a été fixé à ce jour par le Conseil d'État dans le cadre d'une modification des clauses financières du contrat. Concernant l'aspect probatoire des sommes demandées par les titulaires qui passent à la hausse des prix dans la commande publique, il y a une nécessité de justifier précisément les surcoûts supportés, puisque les sommes demandées par le titulaire au titre des circonstances imprévues doivent impérativement être justifiées par tout moyen par ce dernier. Notamment, l'autorité contractante doit veiller à vérifier la réalité et la sincérité des justificatifs apportés par le titulaire, notamment sur la base de justificatifs, de comptabilité analytique du marché, démontrer la réalité de l'augmentation des charges par rapport à la diminution des recettes,
il y a une réalité de probatoire sur ce terrain pour demander la modification sèche d'un contrat. L'autorité contractante ne doit pas verser des sommes qui seraient sans lien avec les circonstances imprévisibles ou qui ne seraient pas strictement nécessaires en vue de compenser les surcoûts qui sont directement subis par le titulaire et dont la réalité ne serait pas justifiée par le contractant. Et à défaut de ces justificatifs, il s'agirait simplement et purement d'un enrichissement sans cause du contractant qui irait à l'encontre de l'exigence de la bonne gestion des données publiques et qui aurait un risque d'illégalité important. Sur le cadre juridique concernant le fondement, l'autre fondement, après les modifications relatives aux circonstances imprévues, le Conseil d'État a admis que les modifications de faible montant pouvaient être utilisées pour modifier les clauses financières des marchés en cours d'exécution dans le cadre de la hausse des prix et de la flambée des prix dans la commande publique. Cette modification relève des dispositions de l'article R2194-8 et R3135-8 du Code de la commande publique, d'une part pour les marchés qui fixent le régime applicable aux modifications de faible montant dans un marché qui peut être envisagé sans nouvelle mise en concurrence lorsque ce montant est inférieur au seuil, d'une part au seuil européen, d'autre part à 10% du marché hors taxe du marché initial pour les marchés de services et de fournitures et à 15% hors taxe du marché initial pour les marchés de travaux. Concernant les concessions, on est sur un seuil également de 10% plus la condition relative au seuil européen. Ces deux articles viennent poser une présomption de légalité de la modification du contrat sur le fondement de la modification de faible montant. Et une modification sur ce fondement ne nécessite pas la démonstration de circonstances imprévues. Donc cette hypothèse peut être mise en œuvre même si la perte du co-contractant ne caractérise pas une dégradation significative de l'équilibre économique du contrat initial et dès lors qu'il n'est pas à même de justifier quelconque circonstance imprévisible qui a causé directement une hausse des charges qui lui étaient incombées et une baisse ou à l'inverse une baisse des recettes. En résumé, cette modification à faible montant nécessite la démonstration de 3 points. La modification envisagée doit être inférieure au seuil européen. Cette condition est appréciée au regard de la seule augmentation résultant de la modification et non pas du montant du contrat initial, c'est-à-dire que nous prenons uniquement le montant de l'augmentation envisagée et non pas le montant cumulé du montant initial du contrat plus la modification envisagée. À titre d'illustration, vous verrez les seuils pour 2022-2023. On est sur 140 000 € hors taxes pour les marchés de fourniture et services des autorités publiques centrales, 215 000 € hors taxes pour les marchés de fourniture et de services des autres pouvoirs adjudicateurs. On est sur 431 000 € pour les marchés de services des entités adjudicatrices et on est à hauteur de 5 382 000 € hors taxes pour les marchés de travaux et les contrats de concession. Il s'agit de la première condition, c'est-à-dire que la modification envisagée doit être inférieure à ces seuils. Ensuite, le montant de la modification doit être inférieur au seuil de 10 ou 15% du montant initial hors taxe. Donc, en plus d'être inférieur au seuil, la modification ne doit pas représenter plus de 10 ou 15% du montant initial du marché. Et enfin, l'impact de la modification doit être analysé au regard de la valeur cumulée des modifications successives dans le cadre de l'exécution du contrat, quel qu'en soit le fait générateur. C'est-à-dire que sur cette dernière condition, contrairement aux modifications de circonstances imprévues, le seuil de 50% s'applique à chacune des modifications. Là, l'impact de la modification doit être pris au regard de la valeur cumulée des modifications successives qui ont été effectuées sur le fondement de l'article du Code de la commande publique envisageant les modifications à faible montant. Toutefois, la mise en œuvre de cette hypothèse nécessite au préalable que encore une fois, l'autorité contractante s'assure que de telles modifications aient effectivement eu pour effet d'augmenter les charges du titulaire du marché et donc d'aggraver les charges qui n'excèdent pas celles que les parties avaient prévues ou auraient dû raisonnablement prévoir
en contractant et qui devait en conséquence rester à la charge de l'opérateur économique. L'avis pose donc une obligation à la charge de l'autorité contractante de vérifier qu'une modification sèche sur ce fondement de modification à faible montant demeure toutefois bien ancrée dans le cadre fixé de la démonstration d'une aggravation des charges du contractant. Et là encore, on retrouve cette vision qui n'est de ne pas faire de cadeau à l'opérateur économique par l'application du principe d'interdiction des libéralités des personnes publiques qui a été consacré par le Conseil d'État dans les années 70 et qui ne peut pas du coup payer une somme qu'il ne doit pas. Et donc, il nécessite une réelle vérification des justificatifs apportés par le titulaire demandant une modification des clauses financières sur le fondement des modifications à faible montant. Également, il s'agit de constater que le Conseil d'État envisage qu'il est possible de cumuler les modifications de faible montant et celles rendues nécessaires par des circonstances imprévisibles. Comme indiqué, les parties ayant procédé à des modifications de faible montant sur leur marché ou contrat peuvent par la suite le modifier de nouveau sur le fondement si les conditions en sont remplies. Là encore, on est uniquement sur la vérification du cadre qui a été fixé, des conditions relevant du cadre qui a été fixé par le Conseil d'État. Cette position s'explique par le fait que ces deux fondements sont distincts. Les conditions de déclenchement de chacune de ces deux hypothèses ne sont pas les mêmes. D'une part, nous avons des circonstances imprévues. D'autre part, une simple augmentation des charges et relève d'une modification de faible montant. Dans un tel cas, néanmoins, il conviendra de vérifier que les conditions de mise en œuvre de chacun de ces deux fondements sont bien remplies et vérifier également les limites qui encadrent le déclenchement de ces deux types de modifications, à voir si le respect du cadre fixé par le Conseil d'État est bien admis. Nous allons désormais passer à la théorie de l'imprévision. Bonjour à tous. Donc, après avoir passé en revue les conditions dans lesquelles les acteurs de la commande publique pourraient envisager une modification en cours d'exécution du contrat, on va voir ensemble l'autre solution qui est proposée par le Conseil d'État en vue de faire face à la flambée des prix, et c'est celle de la théorie de l'imprévision. Donc, l'avis du Conseil d'État rappelle de façon plutôt claire que les parties au contrat peuvent, si les conditions sont réunies, préférer recourir à la théorie de l'imprévision. Mais comme on va le voir ensemble dans les slides qui viennent, l'application de cette théorie nécessite toutefois la réunion de plusieurs conditions qui sont cumulatives et qui sont d'interprétation plutôt stricte. Donc, on va voir, dans un premier temps, on va voir ensemble, on va faire un rappel liminaire sur la théorie de l'imprévision. On va voir ensuite les conditions qui permettent de recourir à cette théorie. Dans un troisième temps, on va évoquer ensemble notamment les modalités de calcul de cette indemnité d'imprévision. Puis, dans un quatrième temps, les modalités d'octroi de cette indemnité d'imprévision, avant de finir sur l'articulation entre l'indemnité d'imprévision et les clauses de variation qui peuvent être comprises dans les documents contractuels. Donc, s'agissant de la théorie d'imprévision, il faut garder à l'esprit que cette théorie est une construction jurisprudentielle. Donc, elle a été consacrée dans le contexte de la Première Guerre mondiale, dans la décision du Conseil d'État de 1916, Compagnie Générale d'Éclairage de Bordeaux. Donc, elle a été définie pour faire face aux circonstances exceptionnelles qui peuvent affecter l'exécution d'un contrat en cours d'exécution. Donc, cette théorie a une double finalité. Donc, premièrement, en fait, c'est d'assurer l'exigence de continuité du service public. Et d'une autre part, c'est de permettre aux titulaires d'en poursuivre l'exécution tant que durent les événements qui en bouleversent l'économie. Donc aujourd'hui, elle se trouve codifiée à l'article 6.3 du Code de la commande publique, qui prévoit que lorsque survient un événement extérieur aux parties imprévisible et bouleversant temporairement l'équilibre du contrat, le co-contractant qui en poursuit l'exécution a droit à une indemnité. Donc l'objet de cette indemnité imprévision est donc de compenser la charge contractuelle provoquée par le bouleversement imprévisible de l'équilibre du contrat en vue de permettre aux titulaires d'en poursuivre l'exécution. Et s'agissant en fait des règles qui sont posées par le Conseil d'État en vue de l'application de cette théorie, il faut garder en tête que le titulaire ne peut pas bénéficier d'une indemnité sur le fondement de l'imprévision, ne pourra bénéficier d'une indemnité sur le fondement de l'imprévision que s'il n'a pas interrompu l'exécution du contrat. C'est ce qui ressort notamment de la décision Société Pro-Pétrole de 1982, et c'est ce qui résulte aussi de la lecture de l'article 6.3 qui évoque très clairement que le co-contractant qui en poursuit l'exécution a droit à une indemnité. Donc voilà, ça c'est une règle qui s'applique au titulaire du contrat, qui ne doit pas interrompre l'exécution s'il veut en fait bénéficier, s'il espère en fait bénéficier d'une indemnité d'imprévision sur le fondement de cette théorie.
Donc, avant d'en venir aux conditions dans lesquelles en fait cette théorie pourrait être appliquée, on va faire un bref rappel sur l'articulation de la théorie d'imprévision avec les dispositions du Code de la commande publique qui permettent des modifications des contrats en cours d'exécution. En effet, l'avis du Conseil d'État, qui a été rendu en septembre dernier, évoque de façon très claire que la modification du contrat n'est pas exclusive de la mise en œuvre de l'imprévision. En effet, la théorie de l'imprévision et les règles qui encadrent les modifications du contrat relèvent d'un régime juridique autonome. Et donc, par conséquent, l'indemnité d'imprévision pourrait donc se combiner avec une modification du contrat si, comme l'évoque l'adage, si cette modification du contrat n'a pas été de nature à résorber la totalité du préjudice d'imprévision qui a été subi par le titulaire. Donc, après avoir fait ce petit rappel sur la portée de la théorie d'imprévision, on va voir ensemble les conditions en fait, qui peuvent autoriser l'application de cette théorie. Donc, l'article 6.3 du Code de la commande publique qu'on a cité il y a quelques instants énonce que la mise en œuvre de l'imprévision nécessite la réunion de 3 conditions qui sont cumulatives. Donc, la première condition, c'est l'existence d'un événement extérieur aux parties. La deuxième condition, c'est que cet événement doit en outre être imprévisible. Et enfin, la dernière condition, c'est que cet événement doit bouleverser de façon temporaire l'équilibre du contrat. Donc, la lecture de l'article du CCP permet donc de vérifier que la mise en œuvre de cette théorie est donc strictement conditionnée. Et comme on va le voir dans les slides qui viennent, le juge administratif fait une interprétation relativement stricte de chacune de ces conditions. Donc, ce qui peut impliquer que l'allocation d'une indemnité d'imprévision peut a priori se heurter à certaines difficultés. Donc, sur la première condition, le critère de l'extériorité de l'événement. Donc, en fait, ce critère implique que l'événement en fait, doit résulter d'une cause qui n'est pas liée au comportement ou sous la maîtrise des parties. Donc, autrement dit, l'imprévision ne peut pas jouer si le bouleversement du contrat est imputable soit au titulaire, soit à une décision de l'autorité contractante. Et ce principe est parfaitement bien illustré par la jurisprudence administrative. Donc, par exemple, on cite la décision du Conseil d'État commune de Papeete de 1981, dans laquelle le Conseil d'État a considéré que l'imprévision, les conditions de l'imprévision n'étaient pas réunies dans la mesure où c'était le co-contractant lui-même qui avait provoqué l'événement en cause par des retards dans ses approvisionnements. De la même façon, une décision de la Cour administrative d'appel de Lyon qui considère qu'on ne peut pas mettre en œuvre la théorie d'imprévision dans la mesure où l'événement en cause dans cette espèce était imputable à une décision du maître d'ouvrage. Et enfin, on peut également citer la décision Société Alliance de 2019 du Conseil d'État, dans laquelle le Conseil d'État a jugé que l'imprévision n'était pas démontrée, les conditions d'imprévision n'étaient pas réunies dans la mesure où l'origine des déficits d'exploitation résultait de l'état de fragilité financière initiale de la société, ainsi que des conditions dans lesquelles la convention avait été définie. Sur la troisième condition, donc sur la deuxième condition, donc le caractère imprévisible de l'événement, donc cette condition suppose la survenance d'un événement imprévisible, c'est-à-dire donc d'un événement qui n'aurait pas pu être raisonnablement prévu par un opérateur au moment de sa conclusion. Donc cette condition est appréciée à la date de conclusion du contrat. Donc, a priori, cette condition tend à exclure l'application de la théorie d'imprévision lorsque le contrat a été conclu soit postérieurement à la survenance de l'événement en cause, soit de façon relativement concomitante. Et c'est ce que permet d'illustrer notamment la jurisprudence qu'on cite. Donc, par exemple, dans une décision de 1981, Bernard contre Ville de Nouméa, le Conseil d'État a considéré que l'augmentation du prix du pétrole due au conflit au Proche-Orient n'entrait pas dans le champ de l'imprévision, dans la mesure où cette crise s'annonçait au moment de la conclusion du contrat. Et également, on a un autre exemple plutôt intéressant, c'est le cas du choc pétrolier qui a eu lieu en 1973. Donc, dans une décision établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, donc le juge administratif a retenu l'imprévisibilité de la situation pour un contrat qui avait été signé en septembre 1973, mais toutefois, il ne l'a pas retenu pour un avenant qui a été signé en septembre 1974, donc postérieurement à la survenance de la crise. Également, on peut identifier un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy qui est venu considérer que la hausse du coût du pétrole ne présentait pas de caractère imprévisible dès lors que le pétrole est régulièrement soumis à de fortes variations se répercutant sur le coût de
de produits à forte teneur en bitume comme ceux utilisés pour la réalisation des prestations des marchés en cause. Donc à ce jour, on ne peut pas exclure qu'une solution identique puisse éventuellement être retenue si la crise venait à durer, si la crise actuelle venait à durer. Et donc, s'agissant de la troisième condition, donc, le critère qui tient au bouleversement temporaire de l'équilibre du contrat. Donc, cette condition, c'est la condition qui peut être la plus délicate à être démontrée et qui fait aussi l'objet de difficultés d'interprétation. Donc, en fait, cette condition, quand on lit les commentaires sous la décision Compagnie Générale d'Éclairage de Bordeaux, donc celle qui a consacré la théorie d'imprévision en 1916, les commentateurs estiment que la notion de bouleversement de l'économie, de l'équilibre du contrat, doit comporter l'analyse de deux éléments. Donc, dans un premier temps, elle doit conduire en fait à analyser à identifier le dépassement du prix limite. Donc, le prix limite, cette notion vise le niveau de charge contractuelle qui avait été envisagé par les parties au moment de la conclusion du contrat. Et le second élément qui doit être analysé en vue d'identifier si ce critère est rempli ou non, c'est l'existence d'un déficit réellement important. En effet, la jurisprudence du Conseil d'État est assez claire sur ce point. Le bouleversement de l'équilibre économique du contrat doit se traduire par un déficit d'exploitation. Donc, c'est un déficit d'exploitation et non pas une simple baisse du chiffre d'affaires et non pas non plus un simple manque à gagner. Toujours sur le critère qui tient au bouleversement temporaire de l'équilibre du contrat, donc ce critère est appréhendé de façon différente selon le contrat en cause. Donc, en présence d'un contrat de concession, le Conseil d'État est venu rappeler dans la décision Société Alliance de 2019 que ce critère nécessitait l'existence d'un déficit important lors de l'exécution du contrat. Alors qu'en présence d'un marché public, l'analyse de la jurisprudence nous a conduit à vérifier que le bouleversement est apprécié en prenant en compte le seuil du surcoût qui a été mesuré dans le cadre de l'exécution. Donc, par exemple, dans un arrêt de 2008 rendu par la Cour administrative d'appel de Marseille, le juge administratif a considéré qu'une augmentation supérieure à 7% du coût d'exécution des prestations en raison de la forte hausse du prix du carburant caractérisait un bouleversement de l'équilibre économique du contrat. A contrario, dans une décision plutôt récente, qui date d'avril 2022, la Cour administrative d'appel de Douai a considéré qu'un surcoût allant compris entre 3 et 4% du montant total des travaux exécutés ne caractérisait pas un bouleversement de l'économie du contrat. Donc, à cet égard, on pourra notamment rappeler les termes de la circulaire du 30 mars dernier, qui évoque que cette condition, donc tenant au bouleversement temporaire de l'équilibre du contrat, n'est en principe considérée comme remplie que lorsque les charges extra-contractuelles ont atteint environ 1/15 du montant initial du marché ou de la tranche. Donc la circulaire, et on peut rappeler aussi brièvement à nouveau cette circulaire qui évoque que donc cette condition de bouleversement doit être appréciée au cas par cas, donc ça c'est important, au cas par cas en prenant en compte tant les justifications comptables qui sont apportées par le contractant que le secteur économique concerné par l'exécution du contrat. Toujours en fait sur le critère du bouleversement de l'économie du contrat. Donc, comme on l'a déjà évoqué de façon rapide précédemment, donc les modalités d'appréciation du bouleversement varient selon que le contrat est une concession à marché. Donc, en présence d'un contrat de concession, le Conseil d'État a mieux précisé dans l'avis de septembre dernier qu'il y a lieu de prendre en considération la part non négligeable de risque de perte que le concessionnaire accepte nécessairement de courir en contractant et que l'interprétation raisonnable du contrat de concession conduit à laisser en tout état de cause à sa charge. Donc, cette interprétation, elle s'explique aisément en raison en fait, des caractéristiques du contrat de concession. En effet, il faut garder en tête que l'article 1121-1 du Code de la commande publique, qui définit en fait les caractéristiques du contrat de concession, évoque que la part de risque transférée au concessionnaire implique un réel risque d'exposition aux aléas du marché. Ce qui explique en fait que les modalités d'appréciation du bouleversement varient selon le contrat qui est en cause. Enfin, il faut rappeler que cette indemnité d'imprévision est par principe provisoire. Donc, en effet, notamment, il résulte de la décision du Conseil d'État et la décision commune de Stafffelden que si le bouleversement en cause venait à se prolonger
a perduré ou devenait définitif, donc l'imprévision, dans ce cas-là, deviendra un cas de force majeure, justifiant par conséquent la résiliation du contrat. Et sur ce point, le Conseil d'État rappelle ce principe-là dans son avis du 15 septembre dernier, en rappelant donc le principe en vertu duquel l'indemnité d'imprévision doit rester provisoire et que le caractère permanent du bouleversement de l'équilibre économique fait logiquement obstacle à la poursuite du contrat. Donc, après avoir vu ensemble les conditions dans lesquelles on pouvait éventuellement mettre en œuvre cette théorie de l'imprévision, on va évoquer rapidement les modalités de calcul de l'indemnité d'imprévision. Donc, en fait, s'agissant de la période de référence qu'il convient de prendre en compte en vue de déterminer cette indemnité, donc, le bouleversement de l'équilibre du contrat est apprécié par période d'imprévision. Donc, cela veut dire qu'une indemnité d'imprévision pourrait éventuellement être versée, quand bien même l'équilibre du contrat n'est pas bouleversé sur toute sa durée. À cet égard, notamment la fiche technique de la DAGE évoque que la période de référence à indemniser correspond à la période pendant laquelle le prix limite est dépassé. Donc le prix limite, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, ce prix limite correspond au niveau des charges donc, contractuelles qui avaient été envisagées par les parties au moment de sa conclusion. Donc pour déterminer le point de départ de la période de référence, la jurisprudence administrative fixe celle-ci à compter de la date à laquelle la marge de déficit éventuelle a été atteinte, la marge de déficit qui avait été envisagée par les parties au moment de la conclusion. Donc, cette période de référence à prendre en compte pour déterminer le montant de l'indemnité d'imprévision constitue donc le moment à partir duquel le prix limite est dépassé et le moment où justement cette situation d'imprévision va cesser. S'agissant maintenant de la fixation de l'indemnité d'imprévision, donc on va évoquer en l'occurrence notamment la façon dont est appréhendée cette notion de dépassement de prix limite qu'on a évoqué précédemment. Donc on pourra notamment citer la doctrine qui considère qu'il y a lieu pour justement apprécier cette notion de prix limite, qu'il y a lieu de se demander jusqu'où le co-contractant a pu normalement envisager des variations futures de prix. C'est seulement lorsque les hausses ainsi prévisibles seront dépassées que l'imprévision pourrait jouer. Donc, ce qui veut dire que si les limites des prévisions qui avaient été réalisées par les parties au moment de sa conclusion n'ont pas été franchies, cette théorie d'imprévision ne pourrait pas s'appliquer. Donc, cette notion de prix limite, à notre sens, ne repose donc pas sur le principe de l'équilibre financier des résultats du co-contractant, mais sur une équation financière qui avait été telle que définie au moment de la conclusion de la convention initiale. S'agissant des modalités de calcul de l'indemnité d'imprévision, donc cette indemnité d'imprévision vient en compensation de la part de déficit liée aux circonstances imprévisibles. Ce principe a été récemment rappelé dans la décision Société Alliance du Conseil d'État de 2019. Donc l'indemnité d'imprévision va couvrir les pertes subies par le co-contractant et non pas le manque à gagner. Donc elle va être calculée à partir des pertes subies par l'entreprise durant cette période de référence qu'on a évoquée tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire entre le moment où le seuil du prix limite a été atteint et le moment où la situation d'imprévision va cesser. Donc, elle est déterminée en prenant en compte la balance des recettes et des dépenses du contractant durant cette période. S'agissant du montant de cette indemnité d'imprévision, il convient de rappeler que le co-contractant n'est pas entièrement couvert de son déficit, ce qui implique qu'une part de charges extra-contractuelles incombe à ce dernier. Donc, par exemple, dans la décision commune de Staffel-Pelden, le Conseil d'État a considéré qu'une part de 5% de déficit a retenu une part de 5% à la charge du concessionnaire. Et également, on peut citer les conclusions de Gilles Pellissier sous la décision Société Alliance, dans laquelle ce dernier évoque une partie comprise entre 5 à 10%. La circulaire du 29 septembre 2022 évoque quant à elle une part d'aléa qui serait comprise entre 5 et 25% du montant de la perte effectivement subie. Donc, dans tous les cas, la partie de charge extra-contractuelle qui incombera au co-contractant variera nécessairement compte tenu de la nature du contrat, mais également en fait, du risque que celui-ci a accepté de courir au moment en fait, de sa conclusion.
Alors, s'agissant, quatrièmement, du coup, s'agissant en fait des modalités d'octroi de cette indemnité d'imprévision, donc le Conseil d'État rappelle dans son avis que celle-ci, donc l'indemnité peut prendre soit la forme d'une convention d'indemnisation ad hoc, si les parties arrivent à trouver un accord, soit d'une décision unilatérale de l'administration. En tous les cas, si les parties n'arrivent pas à trouver d'accord sur l'application de cette théorie, le titulaire peut toujours solliciter, toujours saisir le juge en vue de tenter d'obtenir l'octroi de cette indemnité. S'agissant de la solution qui est exposée par le Conseil d'État dans son avis et qui prendrait la forme d'une convention d'indemnisation ad hoc, cette solution exposée par le Conseil d'État laisse, à notre sens, en fait, des questions en suspens, dans la mesure où cette convention d'indemnisation modifiera logiquement, de façon temporaire toutefois, les conditions financières et voire d'exécution du contrat. Donc, la question qui se pose à nous, en l'occurrence, c'est de savoir quelle est la nature de cette convention. Donc, une des questions qui a été posée au Conseil d'État, c'était de savoir si cette convention était ou non une transaction, et le Conseil d'État n'a pas répondu à cette question. Donc, il n'est pas certain que le juge administratif, voire le juge communautaire, puisse être amené à considérer que cette convention constitue soit une modification du contrat, soit une transaction. Sachant que l'avis du Conseil d'État, c'est un avis, et que le juge administratif ou le juge communautaire pourrait toujours aller à l'encontre des principes exposés par le Conseil d'État dans cet avis. Donc, dans la mesure où il y a une incertitude sur la nature de cette convention, et compte tenu en fait du contexte, des règles communautaires, et notamment de l'avis de l'arrêt Finn-Frogne du juge de la Cour de justice de l'Union européenne, qui considère que les transactions sont soumises aux règles relatives à la modification, à notre sens, il faudrait plutôt se montrer prudent par rapport à cette convention d'indemnisation et se poser la question s'il ne faudrait pas que cette convention d'indemnisation ne dépasse pas le seuil de 50% du contrat initial. Et enfin, dernier point sur la théorie de l'imprévision, ça concerne l'articulation entre les clauses de révision des prix et l'indemnité d'imprévision. Donc, la question qui se pose logiquement en l'occurrence, c'est de savoir si l'inclusion d'une clause de révision dans les documents contractuels conduirait à faire obstacle à l'octroi d'une indemnité d'imprévision. Donc, sur ce point, l'avis du Conseil d'État rappelle que les clauses de variation des prix s'appliquent sans préjudice de l'indemnisation de l'imprévision si les conditions étaient réunies. Donc, en d'autres termes, lorsque la clause de variation n'a pas joué dans des conditions normalement conformes aux prévisions des parties, le Conseil d'État évoque le fait que la théorie d'imprévision pourrait dès lors s'appliquer afin de suppléer justement à l'insuffisance de la clause. Donc, en d'autres termes, les termes de l'avis du Conseil d'État laissent à penser qu'il pourrait y avoir un cumul, une succession possible, voire un cumul entre, d'une part, l'application de la clause de révision, puis ultérieurement la mise en œuvre de la théorie d'imprévision si cette clause était insuffisante, était justement insuffisante. Il faut toutefois garder en tête que les clauses de révision qui permettraient d'éviter le bouleversement de l'économie du contrat excluent l'application de la théorie, et il faut distinguer les clauses qui, elles, en raison de leur insuffisance à pallier le bouleversement de l'équilibre du contrat, autoriseraient en fait l'application de la théorie d'imprévision. Oui, pour terminer, je vais essayer de rester vite, parce qu'on a pris beaucoup de temps. Les recommandations pratiques, en fait, alors vous avez entendu finalement ce que le Conseil d'État a posé aujourd'hui comme remède en fait, à la crise financière. En pratique, en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces principes posés par le Conseil d'État, dont vous avez compris en fait que finalement il fixe un cadre qui est quand même assez strict. Alors, la première chose, en fait, qu'on voulait dire, en fait, à tous les acheteurs et opérateurs économiques, c'est que finalement, en fait, il y a un mode opératoire aujourd'hui qui va être extrêmement important, qui va être d'apprécier, en fait, finalement, le bien fondé des demandes qui sont formulées par les opérateurs économiques. Et là, on parle évidemment des situations de contrats en cours, en évaluant l'impact des mesures envisagées. Il va falloir aussi toujours analyser et s'assurer de la pertinence des justificatifs qui sont apportés par la société. Et enfin, si la demande du titulaire paraît fondée et justifiée, c'est envisager la conclusion d'un avenant ou éventuellement d'un protocole transactionnel. Alors, ce qu'on voulait dire assez rapidement ce soir, ce matin, c'est que en fait, par rapport à ces différents sujets,
en fait, voilà, il va falloir parfois que l'acheteur se fasse accompagner. J'allais dire que sur ce point, en fait, tout va être une question d'appréciation au cas par cas. Par rapport aux situations rencontrées. Je m'explique, en fait, le juge, notamment quand on a été confronté à la théorie du Covid, on a quelques retours aujourd'hui de jurisprudence, en tout cas d'analyse, de rapports entre pouvoir adjudicateur et opérateur économique. En fait, on a vraiment des analyses au cas par cas où, à l'époque, par rapport notamment à l'application de la force majeure ou de l'imprévision, pardon, il fallait vraiment déterminer à partir de quelle date on savait ou non si jamais la théorie de l'imprévision pouvait s'appliquer ou bien il y avait un cas de force majeure. Et ce qui a conduit dans des cas très précis, par exemple d'équipements sportifs ou d'équipements culturels, à étudier exactement en fait quelle était la date à laquelle on pouvait considérer que l'exploitation d'un bâtiment était interdite. Voilà. Alors pourquoi je donne cet exemple? Parce qu'en fait, en réalité, on se rend compte qu'aujourd'hui, la théorie de l'imprévision, par exemple, qui pourrait être appliquée ou ces notions de modification de clauses de contrat, il va falloir tenir compte en fait de la date à laquelle le contrat a été conclu. C'est-à-dire que très clairement, voilà, moi aujourd'hui, je suis assez surpris de voir que tout le monde s'empare de l'avis du Conseil d'État et envisage de faire des modifications au contrat. Mais je crois qu'il faut vraiment insister sur le fait que c'est quelque chose de totalement exceptionnel et qu'il va falloir en fait démontrer précisément en fait qu'il y a bien eu un bouleversement qui entraîne des surcoûts ou bien la mise en jeu de la théorie de l'imprévision. Et j'allais dire qu'aujourd'hui, les personnes qui concluent des contrats récemment ne pourront pas se prévaloir de la théorie de l'imprévision, par exemple. Voilà. Et donc ça, c'est une première remarque générale. Ensuite, évidemment, appréciation au cas par cas, ça veut dire qu'il faut, en fait, vous l'avez compris, décortiquer vos contrats et demander en fait aux opérateurs économiques finalement de se mettre à nu. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important, mais l'appréciation au cas par cas, c'est de se dire, voilà, de voir quelle est la nature du contrat, son équilibre économique, et de voir si effectivement il y a bien dans les coûts supportés par les entreprises, le coût de ces matières premières. Voilà, je prends l'exemple des piscines tout à l'heure ou des patinoires. C'est évident que pour refroidir une piscine, enfin, pardon, pour réchauffer l'eau ou pour pour refroidir une patinoire, il faut de l'énergie. Et donc, si le coût des matières premières augmente, c'est quelque chose de réel, mais ça n'impacte pas en fait tous les paramètres en fait de charges qui sont supportés par les concessionnaires. Et donc, ce qu'on voulait vous dire voilà, comme conseil pratique, c'est que nous, on utilise le terme d'étude d'impact avant chaque modification éventuellement ou chaque versement d'indemnité. Il faut en fait procéder à des financières et ça place au cœur des débats finalement, en fait, notamment les AMO financiers et la DAJ le relever dans sa circulaire et pareil dans la fiche technique. Ensuite, l'analyse des pièces justificatives. On a eu des questions sur le sujet. En fait, évidemment, il n'y a pas d'indemnisation sans pièce justificative. Alors là-dessus, en fait, tout le monde, enfin, je vais être très clair, hein, il y a le débat, évidemment, est celui notamment de la production d'une comptabilité analytique par la société. Il faut en fait que la société produise tous les justificatifs. Quand j'utilisais le terme de mise à nu, on a été confronté dans le cabinet à différents sujets, où en fait, en réalité, il faut que l'entreprise, j'allais dire, explique en fait quelles sont ses charges réelles, quelle est sa marge bénéficiaire et qu'on sache en fait précisément finalement comment est structuré un prix. Alors ça pose un problème pour l'acheteur parce qu'évidemment il faut qu'il apprécie le bien fondé des justificatifs qui lui sont communiqués. Mais pour les opérateurs économiques, ça impose en fait en réalité d'expliquer comment ils font les prix. Alors dans les marchés qui sont des marchés avec des remises en concurrence périodiques, ça peut être délicat pour un opérateur économique de donner exactement sa marge parce qu'il peut se dire que demain, en fait, le pouvoir adjudicateur ou l'autorité concédante saura en fait que le prix qu'il propose est bien supérieur à celui qu'il pourrait proposer en réalité. Et donc voilà, mais simplement en l'état actuel des choses, il n'y a pas d'autre solution que de se mettre à nu pour l'opérateur économique et pour l'acheteur d'imposer en fait la communication de ces documents. Et si l'opérateur économique se contente de vous dire qu'il y a une hausse des salaires, qu'il y a une hausse du coût de l'énergie, sans donner plus d'explications, évidemment, vous ne devez pas du tout donner suite à tout cela. On évoquait l'idée de se faire accompagner par un AMO technico-financier. C'est quelque chose qui parfois sera important. S'agissant de la conclusion de l'avenant ou de la convention d'indemnisation, il y a un petit mot, on l'a dit il y a quelques minutes, enfin, voilà, j'évoquais les termes de conciliation, de médiation, d'expertise, pourquoi pas. Bien évidemment, parfois, avant d'arriver à la conclusion de l'avenant qui modifie le contrat, en pratique, il va falloir en fait, en réalité, c'est de poser la question si une simple modification du contrat, de par exemple un produit qui coûtait cher, si on le remplace dans un bâtiment par un produit qui coûte moins cher, c'est une modification technique qui est admise par le Conseil d'État aujourd'hui. Voilà, si ça suffit pour que les choses soient réglées, évidemment, c'est pas la peine de se lancer dans peut-être une usine à gaz parfois ou des choses compliquées sur la modification financière. Mais en tout cas, par rapport à l'éventuelle modification du contrat par voie d'avenant ou la conclusion d'une convention d'imprévision, en fait, en réalité, il va falloir vraiment tout à fait border les choses et avoir tous les justificatifs. Alors moi, je serais plutôt d'avis d'avoir un préambule dans l'avenant qui explique en fait les conditions dans lesquelles le contrat est modifié.
notamment lorsqu'on se base sur des circonstances imprévues, pour modifier le contrat dans la limite des 50%, pour expliquer en quoi en fait l'acheteur finalement passe ce contrat en respectant notamment les seuils de mise en concurrence communautaire quand il y est soumis. Donc la transparence maximale de tête de mise, il ne s'agit pas de faire un avenant en catimini en disant on fait la chose et puis on se dit qu'avec un petit peu de chance, on sera en dessous des seuils de 50%, on sera à peu près en dessous du seuil de 50%, ça ne paraît pas possible. Pareil sur la théorie de l'imprévision, en fait en réalité il aura fallu examiner, mais extrêmement de manière précise, voilà, la période de référence, c'est-à-dire savoir à partir de quand on est en situation d'imprévision, quand est-ce que la période d'imprévision s'arrête. Et il aura fallu en fait demander à l'entreprise, notamment si c'est une concession par exemple, le budget prévisionnel pour voir en fait quelles étaient les charges qui étaient prévues au départ, quelles ont été les charges qui ont été effectivement impactées, et ensuite tenir compte par rapport à l'indemnisation aussi éventuellement de la marge bénéficiaire qu'a pu avoir l'entreprise précédemment, en fait, avant que éventuellement survienne l'événement de flambée des prix. Là aussi, c'est pareil. Je fais juste deux petites remarques. Les acheteurs publics ont tendance à croire qu'une entreprise, lorsqu'elle est bénéficiaire, en fait, n'a pas droit à la mise en jeu de la théorie de l'imprévision. En fait, en réalité, c'est pas vrai. La théorie de l'imprévision, elle peut s'appliquer, même si l'entreprise a été bénéficiaire, même si elle a versé des dividendes à ses actionnaires. En fait, on se réfère à ce que disait tout à l'heure Ivana, la notion de période de référence. Et en réalité, on arrive le juge va se référer à cette période de référence pour pouvoir voir si effectivement les charges ont dépassé ce que les parties avaient normalement pu prévoir. Et j'allais dire en fait que la petite particularité, c'est que voilà, l'administration en fait devra dans ce cas-là malgré tout indemniser, même si l'entreprise avait été bénéficiaire avant. En revanche, ce qu'il y a, c'est que le juge tiendra compte peut-être de ça. Plutôt, on devra tenir compte de ces bénéfices pour pouvoir éventuellement augmenter la part de risque qui sera finalement résiduelle chez le délégataire ou chez la personne publique, le titulaire de l'opérateur économique, pardon. Voilà, ce sera au lieu d'avoir un seuil de 5% qui reste à la charge de l'opérateur, en fait, on montera à 15 ou 20%. Voilà, s'agissant de tout ça, en fait, finalement, en pratique aussi, voilà, c'est clair que, alors moi, je le dis, je pense qu'aujourd'hui, tout est possible hein, pour répondre à des questions qui ont été posées. On peut passer d'un prix ferme à un prix révisable, en tout cas, si on lit l'avis du Conseil d'État. On peut passer d'un prix révisable à un prix ferme, bon, je ne vois pas trop l'intérêt, mais nous, on a plutôt été consultés sur le fait de passer d'un prix ferme à un prix révisable. Après, en pratique, voilà, l'idée quand même est de limiter dans le temps la portée de ces avenants. Alors, tout dépend des cas, évidemment. Voilà, si vous avez un marché qui fait 15 ans de durée, un contrat de partenariat, par exemple, voilà, évidemment, les conditions seront appréciées différemment d'un contrat où vous savez que votre contrat est un contrat d'une durée d'une année ou de 2 années, où là, évidemment, vous saurez, si vous faites un avenant sur le prix, la durée sera plus limitée dans le temps et vous pourrez arriver à savoir plus facilement comment gérer les choses. Voilà, sur l'indemnité d'imprévision, pour terminer, voilà, ce qu'il y a, c'est que là aussi, la doctrine conseille, et c'est un conseil réel, effectivement, de justifier évidemment l'imprévision, mais aussi de la limiter dans le temps, de vérifier avec des clauses de rendez-vous que les choses correspondent bien à la réalité des préjudices subis par la société. Voilà. Ensuite, alors, pour les outils qui permettent de faire face à ces difficultés, on se permet juste de le signaler pour terminer, on a été très long. C'est que, voilà, évidemment, en cas de circonstances imprévues comme celles qu'on rencontre aujourd'hui, notamment de flambée des prix, en tout cas, dans un premier temps, quand on les a rencontrés, on peut suspendre parfois les prestations, on peut le rappeler, c'est ce qu'évoque la DAJ. On peut aussi parfois, pour maître d'ouvrage, ajourner les prestations et à la fin, malheureusement, l'histoire peut mal se terminer. On peut résilier le contrat si, en fait, malgré toute la mise en œuvre de la théorie des circonstances imprévues, on atteint les seuils limites, par exemple, ou bien si on est en situation aujourd'hui telle qu'on ne peut pas exécuter le contrat, auquel cas, parfois, ça peut mal se terminer par une résiliation du contrat. Donc en fait, on le voit à la fin pour terminer, voilà, qu'il y a toute une panoplie finalement de mesures aujourd'hui qui peuvent être mises en place par l'administration, qu'en fait l'ingénierie financière aujourd'hui est au cœur des débats. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, voilà, moi pour avoir vu pas mal de dossiers en fait sur des réclamations pécuniaires d'entreprises, voilà, en fait, c'est vraiment une analyse extrêmement minutieuse des choses où il faut en réalité, voilà, faire du cas par cas et demander une transparence totale pour pouvoir apprécier les choses. Alors en général, les opérateurs économiques n'aiment pas trop. Mais c'est quelque chose qui aujourd'hui est indispensable pour pouvoir en fait pour que les pouvoirs adjudicateurs puissent régler les choses. Alors je terminerai juste sur une remarque avant de répondre aux questions. La remarque générale qu'on voulait faire, c'est qu'évidemment, nous, quand on a été consulté sur ces sujets-là, moi, je suis très embarrassé parce que finalement, il y a un effet de mode aujourd'hui qui fait que finalement, tout le monde se dit on va modifier le contrat, on va verser peut-être une indemnité d'imprévision, mais en fait, tout ça reste quand même très exceptionnel. Et en fait, en réalité, si vous avez un doute en tant qu'acheteur sur le fait que ces théories s'appliquent, parfois, évidemment, le plus simple est peut-être de laisser parfois le juge trancher, ou bien ce que j'ai évoqué tout à l'heure, de recourir à la conciliation, par exemple, ou bien une expertise. Voilà. Et c'est vrai que la DAJ et la doctrine aujourd'hui insistent bien sur ce point.
Il ne s'agit pas de se mettre en difficulté pour un acheteur public d'aller verser des sommes qu'elle estimerait ne pas être dues et de se retrouver ensuite avec des problèmes pénaux, de favoritisme ou des choses comme ça. Ça peut être des choses embêtantes. Donc, voilà. Donc ça, c'est une remarque générale. Voilà, s'il y a un doute, en fait, vous faites mieux laisser le juge trancher les choses. Mais après, voilà, il y a quand même aussi un principe de bonne foi qui fait qu'il faut tempérer tout ça. Si vous savez que votre opérateur économique est vraiment en difficulté, il faut en fait l'accompagner. Et voilà, s'il y a des choses à verser ou des accords à trouver rapidement, il faut le faire. Donc voilà. Alors, pour conclure, donc voilà, je m'arrêterai là. Simplement, on a des questions qui nous ont été posées. Alors en fait, s'agissant notamment, il y a des questions qui portaient sur les indices et index dans les formules de révision des prix. Par exemple, le site de l'INSEE n'était pas en fait finalement accessible, il n'était pas adapté aux acheteurs. Quels conseils on pourrait donner? Alors en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, c'est de faire appel à des AMO financiers. Et puis aussi, en fait, moi, de pratiquer le sourcing, en fait, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des acheteurs, vous avez le droit de faire du sourcing, et il n'y a pas en fait de meilleure personne qui peut vous renseigner que les opérateurs économiques eux-mêmes. C'est-à-dire que voilà, il y a les règles de la commande publique, mais en pratique, en fait, rien ne vous empêche de consulter, en fait, dans le cadre du sourcing, en respectant les règles d'égalité d'accès à la commande publique, différents opérateurs pour leur demander, en fait, voilà comment ils voient en fait les structures de prix par rapport notamment aux évolutions aujourd'hui des prix et de prévoir en fait évidemment tout cela. Ensuite, après, il y a des questions assez générales sur la question des marchés de travaux qui seraient par exemple conclus sans prix révisable. Est-ce qu'on serait fondé à modifier le marché en intégrant une clause de révision de prix sur le fondement des circonstances imprévues? La réponse est évidemment oui, un grand oui, si jamais les conditions sont remplies. Et on peut limiter dans le temps, évidemment, par exemple, l'application de ces formules de prix révisables. Ensuite, à l'issue du Covid, il y a des gens qui nous disent voilà, les entreprises ont transmis des demandes d'indemnisation via des mémoires en réclamation. S'agit-il de modification de marché devant faire l'objet d'un avenant et être justifié au regard de l'une des 6 hypothèses de modification autorisée? Ou est-ce que cela peut être traité via un protocole transactionnel? Alors finalement, ça pose une question qui est assez intéressante et amusante, parce qu'on s'est rendu compte en fait que lorsqu'il y a eu le Covid, beaucoup d'opérateurs économiques ont fait en fait des réclamations pécuniaires, mais parfois sans citer forcément avec beaucoup de précision les fondements juridiques. Alors tout était un peu mélangé, force majeure, imprévision, théorie du fait du prince, même parfois on a eu ça sur le Covid. Et finalement, en fait, ce dont on se rend compte, c'est que évidemment, il faut invoquer un fondement pour avoir droit à indemnisation, ça c'est certain, on ne peut pas ne pas justifier les sommes qu'on va payer, mais finalement, parfois, les pouvoirs adjudicateurs se sont accommodés et ont pris des libertés pour conclure en fait des protocoles transactionnels qui finalement venaient indemniser les entreprises du fait du Covid. Alors, pour le Covid, on avait en plus une réglementation spécifique qui avait été dictée sur mesure. Là, on se rend compte d'ailleurs, on n'a pas dit tout à l'heure, mais pour cette crise de flambée des prix, vous voyez qu'on n'a pas pour l'instant eu recours à une législation exceptionnelle, ce qui prouve quand même que le droit de la commande publique tel qu'il existe aujourd'hui quand même permet d'affronter quand même certaines crises. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que on ne peut pas répondre à votre question. Voilà, c'est en fonction des situations. Voilà, on sera plutôt, en tout cas en ce qui concerne la flambée des prix, sur un cadre qui est quand même plutôt maîtrisé, qui sera soit celui de la modification contractuelle en raison de circonstances imprévues, soit évidemment sur la théorie de l'imprévision, puisqu'en fait, on vous l'a expliqué longuement tout à l'heure, qu'en fait, on pouvait appliquer les deux s'il y avait lieu. Ensuite, alors après, avez-vous des exemples de modification de la nature globale d'un marché? Alors là, en fait, on pensait plutôt, nous, à l'hypothèse de la concession qui se transformerait en marché. C'est-à-dire, en fait, Iléna l'a parfaitement expliqué, voilà, une concession, c'est un contrat dans lequel il y a une part de risque qui pèse sur le délégataire, en principe, ou sur le concessionnaire. Et donc, c'est plutôt dans le cadre d'une concession, parfois, on est sur des contrats limites, en fait, où voilà, le concessionnaire n'a pas finalement tant de risques que ça, sur notamment des contrats de régie intéressée ou des choses comme ça. Et évidemment, l'idée qu'on puisse verser des compensations, en théorie, pourrait faire qu'on change la nature globale du contrat. Alors, en fait, je pense que là encore, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un vrai sujet. En réalité, je pense que l'avis du Conseil d'État rappelait cette limite, mais en fait, en pratique, tout le monde sera assez vigilant pour appliquer en fait les théories, notamment les théories, en fait, j'allais dire jurisprudentielles d'imprévision, ou sur la modification du contrat, les clauses éventuellement la modification de tarifs ou des choses comme ça, pour en principe rester dans les limites. Mais effectivement, il faut être vigilant. Ensuite, on nous posait des questions sur que faire si le titulaire cesse d'exécuter les prestations. Alors, j'allais dire, en fait, ça dépend des circonstances. Hein. Si jamais le titulaire cesse d'exécuter les prestations parce qu'il est en situation de liquidation judiciaire, qu'il ne peut plus exécuter ses prestations, là, il faut se rapprocher en fait des mandataires judiciaires pour essayer de voir comment faire. Mais sinon, en fait, voilà, si le titulaire cesse d'exécuter, en pratique, en fait, la première chose à faire, c'est quand même de discuter avec lui pour avoir conseillé pas mal d'autorités concédantes ou de titulaires de marché, enfin plutôt opérateurs, pouvoir adjudicateur. On s'est rendu compte dans le cabinet en fait que la meilleure chose c'était quand même le dialogue et d'éviter en fait ces situations parce qu'en général ça ne survient pas naturellement comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un délégataire qui du jour au lendemain dit j'arrête d'exploiter ma piscine et voilà. Et donc en principe il vous prévient avant en vous disant voilà j'ai telle ou telle difficulté.
Alors, si on est dans le cadre d'un marché, vous avez aujourd'hui dans tous les CCAG travaux, enfin tous les CCAG, les nouveaux CCAG, la possibilité notamment de suspendre l'exécution des prestations en cas de circonstances imprévisibles. La flambée des prix peut notamment constituer un élément. Voilà, et dans ce cas-là, évidemment, que faire c'est discuter, apprécier la situation pour voir en fait si cet arrêt des prestations il est fautif ou bien si jamais il est légitime. Et en tout cas, le but, c'est quand même d'essayer de trouver des solutions avant d'envisager, évidemment, les sanctions, c'est les pénalités. Voilà, votre titulaire refuse d'exécuter le contrat, vous référez au contrat. D'ailleurs, c'est une petite particularité que je voulais signaler aujourd'hui, c'est que dans tout ça, on parle beaucoup de l'avis du Conseil d'État, mais en fait, la prudence consiste en fait à se référer à chaque contrat qui a été conclu, parce que finalement, dans tous les contrats, on a parfois finalement, notamment pour la flambée des prix, il va falloir voir en fait si la clause de révision tarifaire qui avait été prévue permettait déjà d'absorber une partie des coûts et voir en fait voilà si ce qui se passe aujourd'hui finalement dépasse ce qui pouvait être prévu. Et donc finalement le contrat est quand même un élément auquel il faut se référer. Et donc notamment voilà si quelqu'un cesse d'exécuter le contrat, il faut voir en fait si on peut le sanctionner ou pas. Et c'est quand même quelque chose d'avoir un élément de prudence. En cas d'avenant cumulatif sur un motif d'inflation, y a-t-il un délai entre chacun pour justifier d'une hausse dépassant 50% au total? Alors en fait, en réalité, il faut prendre les choses autrement. Il faut plutôt partir du fait générateur en fait des circonstances imprévues qui sont rencontrées. Et chaque finalement fait générateur de circonstances imprévues autorise en fait finalement la signature éventuellement d'un avenant de modification de prix. Et donc en fait, il n'y a pas de délai. Simplement, voilà, ce qu'il y a, c'est qu'on peut très bien évoluer dans le temps, mais dans la limite des 50%. Et d'ailleurs, je crois que c'est la fiche technique en fait de la DAJ qui exprime bien les choses en disant qu'on peut avoir un premier avenant qui prend en compte une augmentation de 45%, puis ensuite dans le temps, les prix diminuent un peu, on passe à 25 ou 30%, et toujours avec le même fait générateur, et ensuite, peut-être 3-4 mois après, on revient à un niveau de 40%. Donc, on voit qu'il y a quand même une ingénierie financière qui est assez forte, mais donc en théorie, il n'y a pas de délai en fait pour passer les avenants. C'est plutôt la notion de fait générateur qui doit prévaloir. Et alors après, il y a la question un peu piège, la demande de révision de prix des marchés sur le fondement de la nécessité d'augmenter les salaires. L'acheteur doit-il prendre en compte cette augmentation des salaires comme un surcoût au sens de la jurisprudence? Voilà, je sais que les salaires sont en hausse, les indices des salaires sont en très très forte hausse. Et j'aurais tendance à répondre en fait qu'on ne peut pas balayer ça d'un revers de main et qu'éventuellement, comme le coût des matières premières, alors c'est évidemment un individu et c'est la principale ressource humaine d'une entreprise, ce n'est pas une matière, enfin c'est pas une matière première, voilà, mais c'est quand même important. Et donc, je pense que c'est un sujet où effectivement la personne qui pose la question peut se poser la question. Voilà, ça peut être des circonstances imprévisibles, des circonstances imprévues aujourd'hui qui bouleversent quand même l'économie des choses. Mais j'allais dire qu'à la fin, je crois que j'ai répondu à peu près à toutes les questions, qu'on a répondu à peu près à toutes les questions. Je crois qu'à la fin, malheureusement, en fait, dans tout ça, il y a quand même une vraie difficulté aujourd'hui. C'est qu'il y a une réelle situation de flambée économique qui met les acheteurs en difficulté. Mais il y a une nécessité, en fait, finalement, de discuter entre les opérateurs économiques et les autorités concédantes et les pouvoirs adjudicateurs. Et en fait, malheureusement, en fait, j'allais dire, on se rend compte aujourd'hui que pour les acheteurs, en fait, finalement, les règles de la commande publique, en fait, les mettent face à des obligations supplémentaires, notamment en termes financiers. Il y a quelque chose moi, qui me surprend là-dedans, c'est que voilà, quand on apprend le droit administratif en deuxième année, on apprend qu'il y a la théorie des contrats administratifs avec une personne publique qui a des pouvoirs unilatéraux, qui peut résilier un contrat, qui peut le modifier unilatéralement. Et donc, il y a quelque part un déséquilibre. Et puis, on n'oublie pas en fait quand même que face à ce déséquilibre, il y a un droit de l'opérateur économique à des compensations et à un rétablissement finalement de ses droits. Et en fait, aujourd'hui, on est en train de se rendre compte finalement que tous les contrats de la commande publique, qu'il s'agisse par exemple de gérer des piscines, de distribuer l'eau, de transporter les gens, ça se rapporte finalement à des services publics. Et j'allais dire à la fin, malheureusement, en fait, donc quand il y a des situations de crise, en fait, on n'est pas sur un contrat où l'autorité concédante ou le pouvoir adjudicateur peut se dire je me désintéresse de tout ça. Et moi, ce que je retiens et ce qu'on retient, je pense, de cet avis du Conseil d'État, c'est que quand il y a des situations de crise, le Conseil d'État sait faire bouger les lignes, voilà, en disant le principe d'intangibilité du prix, j'accepte qu'il soit modifié. Je pense que l'avis du Conseil d'État, les gens ne s'en rendent pas compte, mais fixe quand même un cadre qui est extrêmement contraignant. Et pour avoir vu différents dossiers, je le disais, c'est vraiment des appréciations au cas par cas. On ne peut pas dire oui, on y va comme ça et voilà. Mais finalement, à la fin, ça représente quand même un coût pour les collectivités. Et j'allais dire, la vraie difficulté en fait dans tout ça, c'est que en réalité, la collectivité assume le service, le fait exécuté pour les usagers. Et sauf à dire qu'elle arrête finalement d'exécuter le service, elle est malheureusement, j'allais dire, aujourd'hui en situation de devoir en fait payer, indemniser les opérateurs économiques. Et donc en fait voilà, la question est de savoir quel est le juste prix de tout ça. Et finalement, c'est cet avis du Conseil d'État et c'est vrai que la commande publique finalement impose aux autorités concédantes et aux pouvoirs adjudicateurs finalement de prendre des mesures et qui peuvent carrément, je le dis voilà,
l'autorité concédante, en principe, le pouvoir adjudicateur doit payer. Et si en fait elle n'a pas l'argent pour payer parce que l'argent ne tombe pas du ciel, et ben, parfois la question peut se poser effectivement de suspendre le service ou de réduire en fait le service. Voilà, quand des collectivités décident, par exemple, je crois à Strasbourg, de fermer des musées ou de parfois voilà, de réduire en fait les horaires de fréquentation ou de baisser par exemple la température dans les piscines de l'eau. En fait, voilà, c'est des mesures qui évidemment peuvent affecter soit la continuité du service public, soit affecter en fait les conditions d'agrément d'un usager. Voilà, l'eau passe de 28 à 25 degrés, c'est un peu désagréable le matin peut-être, mais voilà, ou parfois. Mais j'allais dire, voilà, c'est des contraintes qui font que les collectivités, malheureusement, voilà, comme elles doivent payer, elles doivent aussi trouver des sources d'économie. Et voilà, et c'est pour ça que finalement, c'est une fois de plus, voilà, on est confronté à des situations un peu particulières qui, je l'espère, ne vont pas durer dans le temps. Et voilà. Richard, je crois on a été très très long. Mais voilà, moi j'ai répondu, je crois, à la question qui était posée, et on a répondu, et voilà. Alors en fait, oui, oui, merci beaucoup, maître. Je vous remercie pour cette présentation. C'est vrai que c'était très très dense, hein. Bon, vu le contexte, pardon, c'était normal. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de questions. Bon, je n'ai pas pu tout vous transmettre. C'est vrai qu'il faudrait quasiment consacrer un webinaire à répondre aux questions. C'est vrai que c'est un sujet qui soulève pas mal d'interrogations. Écoutez, je vous remercie en tout cas pour votre présentation et de vous être prêté au jeu des questions-réponses. Je remercie tous les participants donc d'avoir assisté à ce webinaire et vous donne donc rendez-vous prochainement pour un nouveau rendez-vous expert. À bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci.